Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 1er février 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Depuis 24 heures, je me demande comment parler aujourd'hui de ce qui s'est passé samedi soir à Marseille. Au début, à chaud, comme tout le monde je pense, je me disais que ces violences étaient intolérables, que la violence de toute façon ne résout strictement rien, et ça je le pense toujours, et que les supporters marseillais qui s'étaient introduits à la commanderie samedi, de une s'en prenaient au club qu'ils aiment, à ces installations, et que ça n'avait aucun sens, et de deux, qu'en faisant ça, ils donnaient au passage de l'eau au moulin de celui qui cristallise toutes ces tensions, Jacques-Henri Hérault. Pour le deuxième point, ça n'a pas raté, puisqu'on observe depuis samedi une position victimaire des dirigeants marseillais qui se servent de ce qui s'est passé samedi pour se placer en victime sans finalement grande remise en question. En revanche, à froid, je nuancerai un peu le premier point, non pas que je cautionne bien sûr la violence, mais que j'essaie d'en trouver un peu l'origine. J'ai discuté ce week-end avec des supporters marseillais qui me disaient que s'ils avaient pu, ils auraient été avec les casseurs samedi soir, des gens que j'imaginais mais pas du tout capables de tels extrêmes, et ça m'a fait réfléchir plus globalement sur la détresse des supporters marseillais. Première piste, sur le plan sportif, strictement sportif, oui, ces dernières semaines, Marseille est mauvais, l'OM joue mal et l'OM a fait une piètre campagne européenne, mais pour l'instant en championnat, l'OM a battu le rival parisien dans le classique et est 9e avec maintenant 2 matchs de retard. Alors quand j'ai entendu certains parler de descente en Ligue 2 ce week-end, ça m'a fait un peu grincer des dents. Mais très vite, finalement, on arrête de parler terrain parce qu'on comprend que le débat n'est pas là, il n'est plus que sportif. Force est de constater que la colère à Marseille est devenue, comme à Nantes, à Saint-Etienne ou à Bordeaux, politique. Les événements de la commanderie expriment un malaise général entre dirigeants des clubs historiques de notre Ligue 1 et leurs supporters. Ce qui s'est passé samedi soir, c'est le résultat de mois de mépris, de petites phrases, de provocations. Et c'était encore le cas hier soir sur le plateau de la chaîne Téléfoot, lorsque quelques heures seulement après les événements, Jacques-Henri Hérault jetait un bidon d'essence sur un incendie pas encore éteint, en associant l'OM a des magouilles passées. Ces sorties font du mal aux gens qui aiment profondément l'OM et surtout attisent la haine et l'amertume des supporters. La provocation d'ailleurs, voilà un joli point commun entre Jacques-Henri Hérault et Valdemar Kita. Et finalement, si nos clubs historiques vont mal, c'est que leur gestion n'est pas bonne. Un club de foot ne se gère pas comme une entreprise et dans un football devenu de plus en plus un business qui dépasse les amoureux de ce sport, eh bien les discours marketés font que les supporters aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans leur club. La rupture devient alors inévitable. Et si on prend un peu de recul sur les événements de la commanderie, bien force est de constater aujourd'hui qu'il y a entre certains clubs historiques de notre Ligue 1 et leurs dirigeants une véritable cassure, un divorce. Par dépit, les amoureux malmenés et déçus franchissent parfois la ligne rouge. Attention, encore une fois, il ne s'agit pas de justifier le chaos de samedi soir, juste d'en comprendre le contexte, comprendre comment on en est arrivé là. On peut aussi rajouter bien sûr que le contexte social et sanitaire a dû amplifier tout ça. Alors à Nantes, on joue sur la dérision, à Saint-Etienne, on va confronter les joueurs, à Marseille, on saccage les locaux. Pour revenir juste au cas marseillais, quand on arrive à la tête d'un club, il faut, je pense, en connaître sa culture, son histoire, respecter les gens qui font vivre ce club et qui sont son âme. Il faut leur parler passion et non pas marketing. Comme on le dit bien souvent, mais on le répétera s'il le faut, les dirigeants et les joueurs passent, mais les supporters, eux, restent. Ils transmettent leur passion de génération en génération et font vivre aussi le club financièrement parlant. Alors non, ils ne sont pas là que pour supporter. Oui, la violence est inacceptable et dire que Marseille est une ville de foot, une ville de passionnés n'excuse pas tout. Le RC Lens, par exemple, a traversé des moments bien difficiles. L'AS Saint-Etienne et le FC Nantes sont dans le dur en ce moment, on le sait. Les supporters n'ont pas fait brûler les Tralles, la Jonelière ou le Haillan pour autant à Bordeaux. Ce que je veux dire par là, c'est que la colère, elle est légitime, la manière de l'exprimer, beaucoup moins. Mettre un coup de pression à son équipe par des rassemblements, des banderoles, des manifestations, oui, pourquoi pas. Ces dernières semaines, Stéphanois, Nîmois et Niçois ont connu ça. Débarquer avec des fumigènes et vandaliser son centre d'entraînement, en revanche, ça non, passion ou pas, Marseille ou pas, c'est non. Si la colère s'entend, il y a différentes manières de le montrer et sur ça, difficile de transiger. Encore une fois, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que ces comportements donnent des arguments aux adversaires des amoureux de l'OM, donnent des arguments à ceux qui justement gèrent mal ce club. Pour calmer les tensions, une seule issue semble aujourd'hui envisageable, le départ de Jacques-Henri Hérault, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être inscrit sur son agenda. Allez, retour au terrain maintenant, on fait le point sur les rencontres du week-end et tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette 22e journée de Ligue 1. Du coup, samedi soir, le match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais a été reporté. Les Rennais sont repartis et désormais l'OM a donc 2 matchs en retard à disputer. Pas le plus simple à caler pour la LFP.
On commence ce débrief de la 22e journée par le choc de vendredi soir entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais, un Noël qui s'en sort très bien. Bousculé par une belle équipe bordelaise, les Gaunes ont arraché un précieux succès au bout du temps additionnel grâce à un missile de Léo Dubois, une frappe exceptionnelle dans un angle fermé. Ce sont les Lyonnais qui avaient ouvert le score grâce à Karl Toko Ekambi. Au retour des vestiaires, Samuel Kalou égalisé pour Bordeaux avant finalement ce but de Dubois. Lyon est d'ailleurs la seule équipe de Ligue 1 qui a gagné tous ses matchs après avoir ouvert le score cette saison. Score final donc 2-1 pour Lyon qui glane 3 précieux points dans la course aux premières places. On fera le point sur le classement dans un instant. Et en revanche, bien que c'est frustrant pour les Girondins qui ont sorti là peut-être leur prestation la plus aboutie depuis le début de saison, on a vu un Bordeaux ambitieux, combatif. Alors forcément, cette défaite, elle est cruelle, Jean-Louis Gasset. C'est ça, c'est le mot. C'est le mot de ce métier quand on fait le match qu'on voulait faire et qu'on le perd à la dernière minute sur un but venu d'ailleurs. C'est comme ça. Et oui, Hatem Ben Arfa a eu beau franchir la barre des 600 dribbles en Ligue 1 vendredi soir et mettre Bruno Guimaraes sur les fesses, ça n'a pas suffi. Mais l'esprit est là, c'était un très beau match. Il va falloir vite oublier la déception à Bordeaux et se reconcentrer sur la rencontre contre Lille qui arrive mercredi soir. Et on reste un petit peu à Bordeaux puisque c'est officiel pour Jean-Michel Seri, privé d'Otavio, gravement blessé jusqu'à la fin de la saison. Les Girondins ont décidé, malgré des moyens limités, de compenser l'absence du Brésilien dans l'entrejeu en recrutant donc Seri. Le joueur de Fulham est prêté jusqu'à la fin de la saison. Il s'agit d'un prêt sec, donc sans option d'achat, également sollicité par son ancien club, Nice, mais aussi par le FC Porto ou encore Galatasaray. Le milieu de terrain a accepté de réduire son salaire pour rejoindre Bordeaux. Il s'est laissé séduire par le discours de Jean-Louis Gasset et les appels du pied forcément de ses anciens partenaires Hatem Ben Arfa et Paul Bice. Je vous rappelle que le mercato ferme ses portes à minuit ce soir. Demain, on fera le point sur toutes les signatures de dernière minute. Retour au terrain, samedi après-midi, c'est Lens qui a enfoncé un peu plus Montpellier dans la crise. Des Lensois ultra réalistes sont allés s'imposer 2-1 à la Mosson. 2 occasions franches, 2 buts pour les hommes de Francaise. C'est d'abord Cheikh Doucouré qui très tôt dans le match ouvrait le score pour les 100 et or. Les Montpelliérains au retour des vestiaires tentaient de refaire leur retard en vain. Gaël Kakuta dans la dernière demi-heure venait enfoncer un peu plus le clou en marquant le 2e but lensois. Et c'est finalement le jeune Eli Wahi qui parvenait à réduire l'écart à un quart d'heure du terme. Auteur de son premier but chez les pros contre Monaco il y a 2 semaines. C'est vraiment lui qui, à partir de son entrée à l'heure de jeu, a fait planer le danger dans la défense lensoise. En fin de rencontre, les joueurs de Michel Derzakarian continuaient de pousser sans jamais réussir à inscrire ce 2e but. Score final donc 2-1 pour Lens, 3e défaite consécutive pour les Montpelliérains, la 4e en 5 matchs. Période très difficile pour un MHSC qui n'a plus gagné maintenant depuis mi-décembre. Mercredi soir, à Saint-Symphorien, il faudra relever la tête, mais ça s'annonce pas facile tant l'équipe de Frédéric Antonetti est en forme. Et oui, le FC Metz fait la fierté de la Lorraine. Hier après-midi, les Grenats, pourtant menés au score à 2 reprises, sont allés gagner à Francis-le-Blé, victoire 4-2 face à Brest. Ce sont pourtant les Brestois qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire d'un très bon Franck Honora qui a inscrit ce week-end son 7e but de la saison. Très vite, Farid Boulaya, encore lui, venait égaliser pour Metz. Pratiquement dans la foulée, Irvine Cardona redonnait l'avantage aux siens. Et finalement, en fin de rencontre, Pape Matarsar, Papa Ndiagayad et Wagner Diaz sur pénalty ont offert la victoire aux Grenats. Metz qui n'a toujours pas connu la défaite en 2021 et sur un petit nuage. 3e succès d'affilée, 34 points pris après 22 journées, c'est leur meilleur total à ce stade de la saison depuis 25 ans. Aujourd'hui, les Messins peuvent même rêver d'Europe. Alors si Frédéric Antonetti nous entendait, il nous brûlerait, mais c'est vrai. On verra le classement ensemble dans quelques minutes. En revanche, Brest est à l'arrêt, 4e revers consécutif et cette fois à domicile. En plus, c'est assez rare pour être souligné. Olivier Dalloglio a regretté le manque de caractère de son équipe. Ses joueurs auront l'occasion de se rattraper dès mercredi à Strasbourg. Strasbourg qui a perdu d'ailleurs hier 1-0 face à Reims. Dans un match plutôt équilibré, ce sont finalement des Rémois plus efficaces qui l'ont emporté grâce à un but de Derek Kouteza, unique buteur de la rencontre. Coup d'arrêt de la bonne série du Racing qui n'avait plus perdu depuis le 23 décembre et donc première défaite en 2021 pour les hommes de Thierry Loret. Succès ô combien important en revanche pour les Rémois à la Méno. 4e succès en 6 matchs. Les Rémois s'éloignent de la zone rouge. On est bien loin des difficultés du début de saison pour David Guillon. À noter aussi la bonne prestation dimanche de Nathanaël Mboukou avec une passe D et 6 ballons récupérés. L'attaquant rémois continue sur la lancée d'une belle saison. En bas de classement, ça ne va pas mieux pour Nantes, Nîmes et Dijon qui continuent inexorablement leur chute. Hier soir, en clôture de cette 22e journée, c'est donc Nantes qui s'est incliné à la Beaujoire 2-1 face à Monaco. On le savait avant la rencontre, ce sont 2 équipes aux dynamiques totalement différentes qui s'affrontaient hier soir. Des Nantais dans le dur face à des Monégasques en pleine bourre. Et ce sont pourtant les Nantais qui se montraient dangereux en début de rencontre, vaillants en contre notamment, puisqu'ils n'avaient pas le pied sur le ballon de toute façon. Mais finalement, juste avant la mi-temps, c'est Guillermo Maripane qui ouvrait le score d'une tête à bout portant. Déjà le 3e
4e but du défenseur chilien en 2021. À l'heure de jeu, Kevin Volland, encore lui, faisait le break en inscrivant le but du 2-0 sur une magnifique louche d'Enrique. Malgré l'avantage au score, Niko Kovac faisait entrer 2 joueurs à vocation offensive, Golovin et Jovetic, à la place de Ben Yedder et de Crépin Diatta, qui vient d'arriver sur le rocher et dont c'était hier la première titularisation. Monaco est même passé proche du 3-0, mais finalement, dans les 10 dernières minutes, c'est Renaud Aymon qui redonnait de l'espoir aux Canaries en inscrivant un but de la tête sur coup franc. Le score en restait là, 2-1 pour Monaco. Les Nantais ont en plus terminé la rencontre à 10 après l'exclusion de Nicolas Palois. Le capitaine des Canaries a reçu hier soir son premier carton rouge de la saison. Et pour ajouter aux mauvaises nouvelles, le défenseur nantais Charles Traoré est sorti blessé, remplacé par Denis Sapia, qui fêtait hier, lui, son 100e match de Ligue 1. Alors les Nantais n'ont plus remporté de match depuis le 8 novembre. Et si on fait un petit peu le bilan des 5 premiers matchs de l'ère Domenech, 2 défaites, 3 nuls et toujours pas de succès. Pour un entraîneur qui vient d'arriver à Nantes, c'est une première dans l'histoire du club. On savait que Raymond Domenech ne faisait pas les choses comme tout le monde. Enfin, il va falloir quand même vite relever la tête parce que la zone rouge n'est plus très loin pour Nantes. Un peu avant, c'est Dijon qui s'est incliné face au LOSC. Défaite frustrante pour les Bourguignons tant il y avait la place peut-être hier soir de faire quelque chose. Dijon a chuté sur une erreur individuelle d'Anthony Rassiopi en première période. C'était vraiment pas la semaine du gardien dijonnais. Le DFCO derrière a tout fait pour revenir, en vain. Résultat sans briller, courte victoire 1-0 des Lillois grâce à Youssouf Yazice. Et Lille, pour l'instant, en 2021, c'est 4 victoires, une seule petite défaite. Grâce à ce succès et à la défaite du PSG ce week-end, eh bien le LOSC s'octroie la première place du classement à l'issue de cette 22e journée, on voit ça dans un instant. Côté dijonnais, Roger Assalé, lui, est sorti blessé, touché à la cuisse, il souffre d'un pépin musculaire et devrait manquer la réception de Lyon mercredi soir. À l'image de Dijon, c'est Nîmes aussi qui continue sa descente aux enfers. Les Crocos se sont lourdement inclinés 3-1 dimanche après-midi face au SCO. Nîmes, cette saison, n'arrive jamais à confirmer un bon résultat. Après chaque victoire en Ligue 1, le club a toujours perdu. Et bien voilà, c'est ce qui s'est passé encore une fois. Après la victoire contre l'OM, et bien les Crocos ont rechuté cette fois-ci à Angers. Grâce à un Pierrick Capel, buteur, un Lassana Koulibaly, buteur et passeur décisif, et un Loïs Diony, buteur qui a su profiter des errements défensifs nîmois, et bien le SCO n'a pas tremblé, et ce malgré la réduction de l'écart avant la mi-temps de Renaud Ripart sur penalty. Le but de l'enfant du pays n'aura pas suffi pour les Nîmois. Score final 3-1 pour Angers qui se relance. Après une série de 3 défaites consécutives, eh bien le SCO a enfin renoué avec la victoire et relancé la machine. La mauvaise nouvelle du week-end en revanche pour les Angevins, c'est quand même la blessure d'Angelo Fulgini. Le milieu du SCO touché derrière la cuisse n'aura passé que 10 minutes sur la pelouse de Raymond Kopa. Pour Nîmes, eh bien, c'est déjà la 14e défaite en 21 matchs cette saison pour les hommes de Jérôme Arpinon. Les Crocos, lanterne rouge, aujourd'hui, ont en plus une semaine très difficile qui les attend. Mercredi, l'équipe d'Arpinon sera au Parc des Princes, puis recevra Monaco au Costières le week-end prochain. Celle-là, elle va faire du bien en revanche. La victoire stéphanoise à l'Allianz Riviera. On va pas se mentir, on s'est un peu ennuyé devant ce match, mais la SSE, au bout, s'est offert hier une petite bouffée d'oxygène en battant l'OGC Nice 1-0 grâce à un but de Charles Haby en toute fin de rencontre. Après une gifle dans le derby et 3 défaites consécutives, c'est un court mais précieux succès pour les joueurs de Claude Puel. Les Verts n'avaient plus gagné depuis le 16 décembre dernier. On retiendra la bonne performance du jeune Seydou Sow en charnière centrale aux côtés d'Harold Moukoudi alors que Timothée Kolo-Djejak était sur le banc. Les Aiglons qui ont manqué d'ambition eh bien, se sont fait logiquement punir et continuent leur chute au classement. Last but not least, le miracle Lorientais. Semaine parfaite pour des Merlus qui, 3 jours après leur victoire sur le fil contre Dijon, ont enchaîné ce week-end un 2e succès consécutif qui là aussi doit faire beaucoup de bien. Soutenus par leurs supporters qui sont venus accueillir le bus des joueurs au Moustoir, les Merlus à la surprise générale se sont imposés 3-2 face au PSG. Je vous le répète, depuis le début de la saison, in Christophe Pélissier we trust pour le maintien. Les Lorientais ont malmené les Parisiens. On écoute Christophe Pélissier en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Beaucoup de fierté par rapport à la prestation des joueurs dans la préparation de ce match. On n'avait pratiquement pas parlé de Paris, mais ce que j'avais dit aux joueurs, c'était de montrer nos qualités. Mais je crois que ce soir, on bat Paris en marquant 3 buts et 3 buts dans le jeu. Donc c'est important que les joueurs ont cru à notre discours. Mais ce que j'ai dit aux garçons à la fin du match, très fiers de ce qu'ils ont fait. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas en profiter parce que dans 3 jours, il y a encore un gros match qui nous attend. Donc il faudra le point à la fin des 4 matchs, mais quoi qu'il arrive, je crois que ce soir, contre Dijon et ce soir, pratiquement la moitié de l'équipe a été changée. Une organisation différente, ça veut dire que ce groupe-là, et je le dis depuis le début,
il répond tant sur le plan humain que footballistique. Et ça, c'est une très grosse arme pour la deuxième partie de saison. Et oui, les Merlus ont un derby breton maintenant à préparer, puisque mercredi soir, ils seront sur la pelouse du Roison Park. Et puis cette victoire de Lorient, c'est aussi Paris qui chute. Première défaite de l'ère Pochettino, et cette saison en Ligue 1, déjà 5 défaites en 22 journées pour Paris, plus haut total de l'ère QSI. Alors les accidents, ça arrive, disait Pochettino après la rencontre. Il faut dire aussi que c'était un PSG sans Marquinhos, sans Keylor Navas, sans Abdou Diallo et sans Marco Verratti. Et d'ailleurs cette saison, Paris, toute compétition confondue, avec Marquinhos en 19 matchs, c'est 16 victoires, 2 nuls et 1 défaite. C'était à l'époque où Thomas Tuchel l'avait mis au milieu et Danilo en charnière, souvenez-vous. Et le PSG sans Marquinhos, c'est 10 matchs pour 3 victoires, 1 nul et 6 défaites. Vous avez dit indispensable ? Lorient, qui tentait sa chance et jouait de manière assez désinhibée, ouvrait le score grâce à Laurent Aberguel. Juste avant la pause, Neymar transformait un pénalty obtenu par Mbappé pour égaliser. Au retour des vestiaires, le Brésilien donnait même l'avantage aux Parisiens grâce à un deuxième pénalty, gratté cette fois par Mauro Icardi. Mais Paris réalisait franchement un mauvais match en ne se procurant aucune situation dans le jeu. Finalement, Wissa était à la conclusion d'un bon mouvement pour revenir au score, et dans le temps additionnel, c'est Terem Moffi. Encore lui, ces dernières semaines, il brille, on va en reparler tout à l'heure. Terem Moffi qui filait sur un contre pour offrir donc cette belle victoire aux promus. En plus, c'était une mauvaise soirée à tout point de vue pour les Parisiens, puisqu'on a appris dans la nuit que Mauro Icardi avait été cambriolé. Le préjudice s'élèverait à 400 000 €, et c'est le deuxième joueur parisien après Sergio Rico qui se fait cambrioler ces 10 derniers jours. Puisqu'on parle de Paris, on a une petite pensée aussi aujourd'hui pour Garrison Innocent, le gardien du Stade Malherbe de Caen, prêté cette saison par Paris, qui a été victime d'un malaise samedi soir. Évacué sur civière après avoir perdu connaissance en fin de match entre Chambly et Caen, il va mieux. Le jeune gardien de 20 ans passait des examens hier à l'hôpital. On lui souhaite un bon rétablissement. Allez, comme promis, on fait le point sur le classement. Lille est donc le nouveau leader à l'issue de cette 22e journée. Petite victoire contre Dijon, mais grande conséquence donc au classement pour les Dogs qui doublent le Paris Saint-Germain. Avec les victoires cumulées du LOSC et de l'OL, Paris descend sur la 3e marche du podium à 3 points désormais de la première place. Derrière, Monaco s'accroche à sa 4e place. Sa victoire du week-end cumulée à la défaite parisienne lui permet de revenir à 3 petits points de la 3e place. Le Stade Rennais, avec un match en retard, reste 5e. Metz est beau 6e et le promu Lensois est 7e, Angers est 8e, Marseille et Bordeaux, respectivement 9e et 10e, ont le même nombre de points, mais il reste aux Marseillais 2 matchs en retard à disputer. En bas de tableau, je vous le disais, Nîmes est redevenu lanterne rouge. Dans 3 semaines, il y aura un match très important contre Lorient. Dijon, aujourd'hui, est 19e, mais a le même nombre de points que les Crocos qui ont un match de retard. Leur victoire contre Paris permet aux Lorientais d'être barragistes, 18e aujourd'hui au classement, et surtout avec le même nombre de points que les Nantais qui sont 17e. Saint-Etienne, 16e, reste à 4 petits points de la zone rouge. Avant le retour des compétitions européennes et de la Coupe de France, il y aura une journée de championnat donc en milieu de semaine. C'est un multiplex qui vous attend mercredi soir, 10 rencontres qui compteront pour la 23e journée de Ligue 1. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Laurent Aberguel. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous ne retenez pas. Il fait partie des héros lorientais du week-end. Premier buteur de la rencontre face au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain des Merlus, Laurent Aberguel, s'est exprimé en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Ancien minot de l'Olympique de Marseille, formé à l'OM et natif de la cité phocéenne, Aberguel n'a pas caché sa joie d'avoir battu Paris. Je pense que le premier rêve de Marseille, c'est quand même de jouer à l'Olympique de Marseille. Et le deuxième, c'est peut-être de battre le PSG. Donc je le prends avec beaucoup d'émotion et beaucoup de bonheur, mais le plus important c'est pour ce groupe, parce que comme je dis, on en a besoin, mais maintenant il faut vite se remobiliser et bien récupérer, parce qu'on a un derby à jouer dans 3 jours. Avec ces 2 victoires consécutives, dont ce succès prestigieux face au Paris Saint-Germain, espérons pour les Merlus que ce soit le début d'une série pour aller chercher le maintien. Allez, tout de suite, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais j'adore. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Le coup de cœur cette semaine, il est double, je pouvais pas choisir, désolé. On commence par un coup de cœur pour Terem Moffi, remplaçant au coup d'envoi, une première depuis 5 matchs. Moffi a offert une victoire prestigieuse à ses coéquipiers. Il est devenu le bourreau du PSG et le héros lorientais. Combatif, puissant, l'attaquant nigérian en est à 5 buts sur les 5 derniers matchs. C'est la révélation de ce début d'année. Cet automne, Lorient avait parié sur lui en posant 8 millions d'euros sur la table. Et bien Moffi, qui arrivait de Courtrai en Belgique, se révèle être une sacrée bonne pioche, pourvu que ça dure, et j'espère que vous l'avez sur MPG.
Le deuxième coup de cœur de la semaine, il est pour Yacine Adli, parce que ça fait quelques matchs qu'il est transfiguré. On voit un nouvel Adli, celui qu'on attendait du côté de Bordeaux. Enfin, on connaissait son potentiel et c'était assez frustrant de le voir aussi irrégulier, même s'il n'a que 20 ans et qu'on a un peu tendance à l'oublier. Aujourd'hui, grâce notamment à sa bonne entente avec Hatem Ben Arfa, Adli régale et si Bordeaux va mieux, eh bien il n'y est pas étranger. Meilleur joueur bordelais du match face à Lyon vendredi soir, Adli a confirmé qu'il pouvait devenir un joueur qui compte. Positionné par Jean-Louis Gasset pour la deuxième fois consécutive en championnat en 6, juste devant la défense, Adli, qui est à la base un meneur de jeu, 8 ou 10 de formation, a été très juste techniquement contre l'OL. Le duo avec Thomas Basic a gratté beaucoup de ballons et bien assuré la transition milieu-attaque. 2 ans après son arrivée à Bordeaux, on espère qu'Adli a enfin trouvé son rythme de croisière parce qu'il fait beaucoup de bien à ses gendres. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.